Qu'est pour un joueur qui a faim de temps de jeu. Imagine son état d'esprit. Il n'a pas joué depuis un mois. Il veut désespérément se montrer. Il a la pression. Le risque majeur, c'est de surjouer, d'entrer sur le terrain avec une volonté tellement féroce de briller individuellement qu'on en oublie totalement le collectif. Ah oui, de faire le show tout seul. Un joueur trop frustré aurait pu tenter des frappes impossibles de 30 mètres, essayer de dribbler 3 défenseurs pour faire le spectacle. Comment un tout récent champion d'Afrique a pu se retrouver à moisir sur un banc de touche parisien pendant un mois entier? Oui, un mois c'est bon. Et comment 25 petites minutes de jeu pourraient potentiellement tout changer pour lui? Il y a énormément de couches psychologiques et tactiques sous la surface de ce résultat. Bon, décortiquons ça. Avec grand plaisir. Commençons par analyser le contexte global de cette rencontre, parce que c'est lui qui dicte absolument tout le reste. C'est une démarche essentielle. On ne peut pas vraiment isoler la performance ou le retour d'un seul joueur sans comprendre l'écosystème du match, quoi. Oui, le cadre général. C'est ça. Et cet écosystème, contre Nantes, il a été défini par une notion très simple, la domination précoce. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le travail a été fait avec une efficacité redoutable. Le PSG, ils ont vraiment pas laissé le temps au doute de s'installer. Non, ils ont frappé fort et vite. Dès la 13e minute, Kvicha Kvaratskhelia transforme un penalty. Ensuite, 37e minute, Désiré Doué vient faire le break. Une première mi-temps maîtrisée de bout en bout. Et pour définitivement tuer tout suspense, Kvaratskhelia s'offre un doublé juste au retour des vestiaires, à la 50e minute. Donc 3-0 à la 50e. Voilà, 3-0, le match est virtuellement terminé avant même l'heure de jeu. Au passage, on rappelle que cette victoire permet à Paris de prendre le large au classement. Avec 4 points d'avance sur Lens. C'est pas rien, hein? Une avance de 4 points sur le dauphin lensois, c'est un détail hyper important pour la dynamique de fin de saison. Mais pour en revenir au terrain. Vas-y. Moi, ça me fait penser à cet élève surdoué qui termine son examen super complexe en moitié moins de temps que les autres. La copie est parfaite, la note maximale est assurée. Belle analogie. Mais surtout, ça offre au professeur, donc ici l'entraîneur, un luxe inouï, le temps. Le temps de s'occuper du reste de la classe. C'est exactement ça. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'on surestime pas parfois cet effet de confort? Comment ça? Je veux dire, un entraîneur de très haut niveau, il devrait pas être capable de faire des choix forts et de faire tourner son effectif, même quand le score est serré, au lieu d'attendre que le match soit plié à la 50e minute. Ah, c'est une excellente question. Et ça touche vraiment au cœur de la gestion des risques dans le football moderne. La réalité, c'est que l'entraîneur, même au PSG, il opère sous une pression constante. Surtout avec la pression du résultat. Oui, d'autant plus avec un concurrent comme Lens, qui lâche rien juste derrière. Dans un match où le score serait de, disons, 1-0 à la 60e minute, la donne psychologique est radicalement différente. La peur de l'égalisation. Exactement. À 1-0, chaque perte de balle au milieu de terrain, ça peut se transformer en contre-attaque fratale. L'entraîneur, aussi audacieux soit-il, il va privilégier la sécurité. Il va verrouiller le jeu. Il va faire entre des joueurs de devoir, des profils capables de conserver le ballon et de ne prendre strictement aucun risque. Donc en gros, le fameux panache tactique disparaît face à la peur de perdre des points cruciaux. La peur, oui, ou plutôt le pragmatisme absolu. Mais le fait de mener 3-0, ça change littéralement la géométrie du match. L'objectif principal est déjà rempli. Voilà. La question n'est plus de savoir comment gagner cette rencontre. Mathématiquement et psychologiquement, Nantes a déjà rendu les armes à la 50e minute. C'est clair. L'objectif de Luis Enrique devient alors tout autre. Comment je peux utiliser les 40 minutes restantes pour préparer l'avenir de mon équipe? Ce matelas confortable, ça devient une zone d'expérimentation sécurisée. Donc, sans ce réalisme en début de match, rien n'aurait été possible. Sans cette efficacité chirurgicale de Kvaratskhelia et Douloyer, il est fort probable que le plan de gestion aurait été extrêmement conservateur. C'est cette avance qui a créé l'opportunité d'ouvrir le banc. À des profils plus offensifs. Oui, et surtout à des joueurs en manque cruel de rythme. Et bien justement, la maîtrise du chronomètre dont on vient de parler, c'est très précisément ce qui nous amène au point central de l'article de WeSport. Le grand retour. Le changement le plus intrigant de la soirée, je veux bien sûr parler de l'allié sénégalais Ibrahim Baye. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ok, oui. Faut qu'on pose les faits parce que la situation construit un paradoxe assez stupéfiant. On parle d'un joueur qui possède le statut prestigieux de champion d'Afrique. C'est pas un titre anodin. Il a soulevé un trophée continental, il a connu l'euphorie, l'adrénaline des matchs à élimination directe, la ferveur de tout un peuple. On imagine qu'il rentre à Paris, il est sur un nuage. Totalement en confiance. Et pourtant, les chiffres rapportés par la source sont d'une froideur terrible. Depuis son retour de la CAN, il n'avait accumulé que 192 minutes de jeu.
C'est un temps de jeu vraiment anecdotique pour un joueur de cette envergure. Mais c'est pas le pire, hein. Avant ce match contre Nantes, il restait sur 4 rencontres consécutives sans jouer la moindre seconde. Un mois entier de disette. 30 jours complets sans compétition officielle. Il a même été purement et simplement écarté de la feuille de match lors du grand choc précédent face à l'Olympique lyonnais. Alors là, je dois vraiment me faire l'avocat du diable. Je t'en plie. Du point de vue de la gestion humaine, c'est pas une méthode catastrophique. T'as un jeune joueur qui revient au sommet du monde, psychologiquement, et la première chose que fait le club, c'est de l'enfermer dans un placard. Un placard doré, mais un placard quand même. C'est le moyen le plus sûr de détruire sa confiance, non? De briser son élan. Pour moi, c'est un ascenseur émotionnel d'une violence extrême. On peut tout à fait comprendre cette perception, surtout vue de l'extérieur. L'image du champion ignoré, elle est très poignante. Bah oui, ça fait de la peine. Mais si on relie ça au contexte très spécifique du fonctionnement tactique d'un club comme le PSG, on découvre une rationalité implacable. Ce n'est pas une punition. C'est quoi alors C'est une conséquence mécanique. Le retour d'un grand tournoi international génère presque toujours ce qu'on appelle une dissonance dans la préparation. C'est-à-dire? C'est juste un joueur fatigué. C'est bien plus profond qu'une simple fatigue physique. Il y a 2 décalages majeurs. Le premier, il est d'ordre mental. La Coupe d'Afrique, c'est une bulle d'intensité incroyable. Sur une période hyper concentrée. Exactement. Et une fois le tournoi terminé, la décompression est inévitable. Le joueur revient souvent vidé émotionnellement. Mais le second décalage, et c'est le plus important aux yeux de Luis Enrique, c'est le décalage tactique. Ah, la différence de système. Le football de sélection, c'est souvent basé sur des principes d'adaptation rapide, sur l'énergie, sur des schémas plus directs pour s'adapter à des temps de préparation très courts. Contrairement au club. À l'inverse, le système mis en place à Paris, c'est un réseau d'automatisme extrêmement complexe. Un positionnement en millimètres, une possession très structurée. C'est un vrai travail d'horlogerie, en fait. Là où la sélection, ça ressemble parfois plus à une charge de cavalerie. L'analogie est très pertinente. Pendant que Mbappé vivait son épopée africaine, le PSG continuait d'évoluer, d'affiner ses rouages. D'autres joueurs ont pris le relais et ont intégré les nouvelles demandes. Ils ont trouvé leur rythme de croisière sans lui. Voilà. Quand Mbappé revient, il est simplement en décalage par rapport au métronome de l'équipe. L'écarter du choc contre Lyon, c'était pas une insulte à son palmarès. C'était juste un constat. La reconnaissance crue qu'il n'était pas encore resynchronisé avec le reste du groupe, surtout pour un match d'une telle intensité. Le club n'a pas le temps de s'arrêter pour attendre un joueur, même champion. Donc ce mois de disette, c'était une période de recalibration obligatoire. Un travail dans l'ombre du centre d'entraînement, oui. C'est fascinant comme explication, parce que ça enlève tout l'aspect émotionnel pour ne garder que la logique du système. Mais justement, sachant tout ce contexte lourd, cette frustration qui a forcément dû bouillonner sur le banc pendant un mois, la grande question c'était de savoir comment il allait réagir. Le moment de vérité. Quand la porte s'ouvrirait enfin. Et la source de Wisport nous donne la réponse, avec des statistiques très précises. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. À la 65e minute de ce match contre Nantes, score de 3-0, Luis Enrique le lance enfin sur le terrain. Il lui reste environ 25 minutes. 25 minutes pour tout prouver. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été un fantôme. J'ai les chiffres de sa performance sous les yeux et c'est vraiment solide. Il récolte une note de 6,9 pour cette courte apparition. Ce qui est très élevé pour un temps de jeu aussi réduit. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est son activité. Il a touché 24 ballons en seulement 25 minutes. C'est presque un ballon par minute. Il s'est pas caché, il a demandé le cuir en permanence. Exactement. Et il a été efficace avec 100% de dribbles réussis. Bon, c'est 1 sur 1, mais il l'a tenté et il l'a réussi. C'est le signe d'une confiance intacte. Et au niveau de la distribution, attention, c'est du 18 passes réussies sur 19 tentées. Ça fait du 95% de réussite globale. Et c'est là qu'il faut regarder dans le détail. Où ont été faites ces passes? Et bien justement, la source souligne une statistique majeure. Sur ces passes réussies, 7 sur 8 ont été réalisées dans le dernier tiers adverse. 88% de précision dans la zone de vérité. Et ça change tout. C'est pas des passes latérales pour gonfler ses statistiques dans son propre camp. Ah non, pas du tout. 7 passes dans le dernier tiers, ça signifie qu'il a joué vers l'avant, qu'il a amené le danger, qu'il a cherché à percer la ligne défensive nantaise. Ce qui nous amène à l'action marquante de la 87e minute. Wisport décrit une superbe chevauchée de l'ailier sénégalais. Une vraie percussion. Il fait la différence
Et il offre un ballon de but absolument parfait à Bradley Barcola. Malheureusement, la passe décisive n'est pas validée parce qu'Anthony Lopes, le gardien, réalise un arrêt de grande classe. En arrêt réflexe, oui. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Moi, j'y vois un peu la situation de l'acteur de théâtre remplaçant. Comment ça? La pièce est déjà un énorme succès, le public est conquis. Et on lui donne une seule scène, tout à la fin, avant le rideau. Il a 25 minutes pour voler la vedette. C'est une belle image. Mais concrètement, est-ce que cette implication, ces 24 ballons touchés et cette chevauchée en fin de match, ça suffit à envoyer un message fort au staff? Cela soulève une question cruciale sur la façon dont un technicien analyse un joueur en sortie de banc. Le grand public, lui, va souvent regarder que la colonne des statistiques pures. Les buts et les passes décisives. Voilà. Si Lopes fait pas l'arrêt, Baye a sa passe décisive et les gros titres encensent son retour. Lopes fait l'arrêt, la passe décisive disparaît des tablettes. Mais pour Luis Enrique, Pour Enrique, cet arrêt ne change absolument rien à la valeur de l'action de Baye. L'intention, la capacité d'accélération, les 7 passes sur 8 dans le dernier tiers, c'est ça qui est évalué. mais c'est pas plus facile de briller quand l'adversaire est déjà mené 3-0 et au bout du rouleau physiquement? Ah, c'est justement là qu'est le piège. Vraiment? Oui, c'est un des contextes les plus compliqués pour un joueur qui a faim de temps de jeu. Imagine son état d'esprit. Il n'a pas joué depuis un mois. Il veut désespérément se montrer. Il a la pression. Le risque majeur, c'est de surjouer, d'entrer sur le terrain avec une volonté tellement féroce de briller individuellement qu'on en oublie totalement le collectif. Ah oui, de faire le show tout seul. Un joueur trop frustré aurait pu tenter des frappes impossibles de 30 mètres, essayer de dribbler 3 défenseurs pour faire le spectacle, Et perdre ballon sur ballon. jouant pour sa propre compilation vidéo plutôt que pour l'équipe, oui. Alors que là, avec son 95% de passes réussies, on voit bien qu'il a été ultra propre. Exactement. Et c'est là que sa performance devient une preuve de grande maturité. Il est resté intégré dans le système. Il a respecté le jeu. Il a été tranchant, mais lucide. Maintenir une telle vivacité physique, être capable de placer cette accélération à la 87e minute après 4 semaines sans compétition, ça demande un professionnalisme invisible de tous les instants. Donc il s'est pas laissé abattre. Il n'a rien lâché mentalement pendant ce mois d'écart. Il a maintenu son corps à un niveau d'exigence maximale en attendant patiemment son heure. Le message, c'est pas « regardez mon talent », c'est « regardez, je suis prêt et je respecte le plan ». C'est le signal psychologique le plus fort qu'il pouvait envoyer au staff parisien. C'est une lecture très fine de la situation, ça montre bien que le football de haut niveau, ça se joue autant dans l'ombre des entraînements que sous la lumière des matchs officiels. Totalement. Et si on prend un peu de hauteur sur tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, on se rend compte que le bilan de cette soirée est incroyable pour Paris. Sur tous les plans. Sur le plan comptable, le contrat est rempli, le PSG a scié son autorité sur la Ligue 1 en reléguant Lens à 4 longueurs. Ce qui pèse très lourd psychologiquement pour le sprint final. Mais la véritable victoire, cette victoire un peu silencieuse, c'est celle du management. Luis Enrique a su capitaliser sur l'efficacité de sa première mi-temps pour réactiver un levier humain fondamental. En offrant ses 25 minutes à Mbaye. Et en voyant le joueur répondre présent, avec tant de volonté, de fraîcheur et de justesse, 18 passes réussies sur 19, c'est une copie propre, l'entraîneur récupère un champion d'Afrique gonflé à bloc. C'est le scénario idyllique pour un bâtisseur d'équipe. Gagner de manière incontestable tout en relançant une machine individuelle qui s'était enrayée. Un joueur disponible pour la rotation finale, c'est une arme stratégique massive. Avec les calendriers actuels, oui, c'est le groupe entier qui gagne les titres au printemps. Ce qui nous pousse inévitablement vers une ultime réflexion, une piste à méditer pour la suite, bien au-delà de l'évidence de ce score de 3-0. Je t'écoute. Au regard de cette résilience mentale, de l'envie débordante affichée sur la pelouse, on est en droit de se demander ce qui va se passer maintenant. La hiérarchie va-t-elle bouger? C'est la question. Est-ce que ces 25 minutes, avec une note de 6,9 et des statistiques excellentes, vont suffire à fissurer les certitudes de Luis Enrique pour le sprint final? C'est un sacré défi. Ou bien, malgré cette étincelle, malgré l'aura de son titre de champion d'Afrique, Ibrahim Mbaye est-il condamné à conserver ce rôle frustrant d'option de luxe? Une carte qu'on ne sort que lorsque le combat est déjà gagné. Qu'en sera-t-il dans un match coup près Exactement. Quand le score sera bloqué à 0-0 à la 70e minute en Ligue des Champions, aura-t-il sa chance? Au début de notre échange, on disait qu'un score large donnait une illusion de simplicité. Une lecture trop binaire. Mais on comprend maintenant que la véritable santé d'un groupe, son équilibre profond, ça se jauge précisément dans ses trajectoires individuelles hyper complexes. Dans la façon dont un joueur rebondit. Dans les chevauchées d'un remplaçant qui, après un mois dans l'oubli, refuse de laisser